Cyberpunk, steampunk, biopunk, dieselpunk, mais d'où viennent toutes ces fictions au suffixe qui nous rappellent une crête et des piercings? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Vous êtes sur Galimadias, une chaîne qui mêle histoire et imaginaire, donc quoi de mieux que de parler de ces genres de fiction inspirés par l'histoire? Pour faire simple, tous ces noms désignent des types de fiction ou genres d'imaginaire, comme la science-fiction ou le fantastique. Sauf que la plupart sont plutôt des sous-genres d'un des grands courants imaginaires. Au même titre que le Seigneur des Anneaux est considéré comme de la high fantasy, très différent de la low fantasy d'Harry Potter. La différence étant que l'histoire d'Harry Potter s'inscrit dans notre monde. Pour prendre un exemple auquel les abonnés de cette chaîne sont très attachés, Star Wars. Il s'agit bien évidemment de science-fiction, mais nous pouvons encore zoomer dedans et lui coller l'étiquette de soap opera. En fait c'est ça, le genre de fiction d'une œuvre est comme une étiquette sur laquelle on peut zoomer pour en coller d'autres plus ou moins précises. Je vais donc vous présenter une vingtaine de ces styles plus ou moins différents et plus ou moins complexes. Petit disclaimer, certains sous-genres sont vraiment tirés par les cheveux et varient selon les langues et les sources. La liste qui suit n'est que mon interprétation de ce que j'ai pu en lire majoritairement dans la culture francophone et anglophone. J'ai essayé de sélectionner les genres les plus utilisés, mais j'ai dû en oublier une bonne centaine, alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous allons commencer par les deux plus connus, le cyberpunk et le steampunk. J'ai longtemps hésité sur lequel présenter en premier, parce que le steampunk existe depuis bien plus longtemps que le cyberpunk, mais a été nommé bien plus tard et en référence au cyberpunk. Donc on va commencer par ce dernier. Au passage, si vous êtes intéressé par un style en particulier, il y a le chapitrage de disponible. C'est nouveau, ça date de l'année dernière. Merci YouTube. Le cyberpunk. Si vous ne connaissez pas ce genre de fiction, je vous renvoie à ma vidéo sur la citadelle de Kowloon où j'explique ses caractéristiques. Là je vais principalement me concentrer sur son histoire. Le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction et tire son nom des mots cybernétique et punk. Pour Bruce Sterling, l'un des écrivains notoires du genre et probable inventeur du terme, le courant cyberpunk provient d'un univers où le dingue d'informatique et le rocker se rejoignent. Cependant, ce genre existait bien avant d'obtenir cette dénomination. Le terme cyberpunk est popularisé par Gardner R. Dozois qui publie un article dans le Washington Post intitulé SF in the 80s le 30 décembre 1984. Il y qualifie de cyberpunk le roman Neuromancien de William Gibson publié la même année. Cependant, ce genre existait bien avant d'obtenir cette dénomination. En effet, l'une des sources les plus citées du genre est l'écrivain Philip K. Dick avec son roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, sorti en 1968. Ça ne vous dit rien? Vous êtes sûr? Non, pas c'est tout simplement le livre qui servira de base au film Blade Runner. En bref, un style d'anticipation dystopique relativement sombre, dont le suffixe punk désignait un problème sociétal sujet aux critiques, voire à la révolution. Un genre d'anticipation pessimiste, bien loin de la naïveté d'avant-guerre vis-à-vis du progrès de la technologie. Pour chaque genre, je vais essayer de vous présenter un livre, un film et un jeu vidéo notoire. Pour le cyberpunk, ce sera le Neuromancien de William Gibson, sorti en 1984. Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982. Et enfin, Cyberpunk 2077 pour faire dans l'originalité, un jeu de CD Projekt Red sorti en 2020. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Le steampunk. L'appellation steampunk sort quant à elle un petit peu plus tard de la tête de trois amis auteurs, K.W. Jeter, Tim Powers et James Baylock. Et ils ne prennent pas ça au sérieux du tout. C'est plus une blague pour casser le côté sombre et oppressant du cyberpunk, le tout en laissant l'imaginaire déborder comme elle le faisait avant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Un espèce de délire de création entre potes quoi. Ce nom naquit avec le tout premier roman steampunk, Les Voix d'Anubis de Tim Powers en 1983. Ils remplacèrent le préfixe cyber de cybernétique par steam qui signifie vapeur, et qui nous renvoie à la première révolution industrielle du 19e siècle. Révolution principalement tirée par l'industrie et les chemins de fer, tous deux dépendants de la machine à vapeur développée par James Watt. Le style se concentre principalement sur le contexte de l'Angleterre en pleine époque victorienne.
C'est le nom donné aux années de règne de la reine Victoria de 1837 à 1901. On pourrait même être encore plus précis et dire que le steampunk reprend le contexte du Londres victorien, même si ce n'est pas forcément le cas dans toutes les fictions. Un Londres qui vit le premier son de cloche du Big Ben en 1859 et son premier métro en 1863. Pour caser ma petite ref architecturale, on est en plein dans le style Beaux-Arts. Bien, maintenant que vous avez le contexte, qu'est-ce que le steampunk en termes de genre littéraire ? Eh bien c'est tout de suite plus compliqué à définir que le cyberpunk. Car là où le cyberpunk est de la science-fiction, le steampunk peut autant se rattacher à de la SF que de la fantasy. Mais on le considère principalement comme une variante du rétrofuturisme. Ce style regroupe deux définitions, l'avenir tel qu'on le voit dans le passé et le passé tel qu'on le voit dans le futur. Donc concrètement, un passé modifié et technologiquement plus avancé. Mais c'est à cet endroit que beaucoup de gens font un quiproquo. Il ne faudrait pas parler d'avancée technologique, mais d'exagération du contexte. C'est ce que l'on appelle une uchronie. Modifier un simple élément qui permet à l'auteur d'imaginer les changements sociétaux qui en découlent. Dans le cas du steampunk, on n'y ajoute pas de nouveaux concepts, on pousse simplement les technologies et le contexte sociétal au niveau supérieur. C'est généralement la puissance et la polyvalence des machines à vapeur qui est démultipliée, ce qui permet aux auteurs de faire voler des villes entières. Parfois, ce sont également les inégalités du Londres victorien qui sont augmentées. Parfois, les auteurs vont même jusqu'à imaginer les répercussions de ces modifications jusqu'à notre époque, voire même dans le futur, comme dans le film Mortal Engine de Christian Rivers, coécrit par Peter Jackson. Où, à la suite d'une catastrophe nucléaire, les villes du monde entier se transforment en espèces de gros véhicules qui essayent de bouffer les plus petites villes. C'est spécial. En fait, le steampunk peut revêtir de nombreuses peaux, et parfois elles sont nommées comme dans les points suivants. L'une des grandes particularités du genre, c'est que les premiers textes steampunk furent écrits une centaine d'années avant la création du nom, comme avec l'un des pionniers du genre, j'ai nommé Jules Verne. Durant la seconde moitié du 19e siècle, donc en pleine révolution industrielle, parurent 5 semaines en ballon, Le Tour du monde en 80 jours ou encore 20 000 lieues sous les mers en 1869. Mais le steampunk et accessoirement Jules Verne mériteraient largement une vidéo à part entière, là j'ai encore plein de styles à vous présenter. Mais je vous rassure, ce sera moins long pour les suivants. Donc on va tout de suite passer aux œuvres notoires. Mis à part les écrits de Jules Verne qui sont déjà bien connus, il y a Les Voix d'Anubis de Tim Powers, le roman dont je vous ai parlé précédemment, publié en 1983. Niveau film, pour sortir des clichés, je ne vais pas vous parler de Wild Wild West, mais du Château dans le ciel de Hayao Miyazaki, un excellent film d'animation sorti en 1986 au Japon. Et pour le jeu vidéo, comment ne pas vous citer ce qui se rapproche le plus de ma meilleure expérience vidéoludique, BioShock Infinite, un immersive sim du studio Irrational Games paru en 2013. Elizabeth! I'm not here to hurt you. Le dieselpunk. Le dieselpunk est un dérivé du steampunk et c'est probablement le plus connu de toute la liste qui suit. Il s'agit également d'un monde rétro-futuriste, mais fini la révolution industrielle, cette fois ça s'inscrit dans la période de l'entre-deux-guerres, composée dans sa première moitié par les années folles et suivie de la Grande Dépression. Deux périodes très contrastées, la première faisant suite à la Première Guerre mondiale, avec la renaissance de l'humanité et le retour des plaisirs de la vie. Un boom culturel et économique, bref, le rêve. Mais aucun rêve n'est fait pour durer. À peine 10 ans plus tard, en 1929, le monde connaît une importante dépression économique accompagnée d'une augmentation massive du chômage. Les bouleversements politiques poussèrent des pays aux extrêmes de l'échiquier politique, l'une des raisons de la montée au pouvoir d'Hitler. Cette période prit le nom de Grande Dépression et se termina lors du début de la Seconde Guerre mondiale. Ici, ce n'est pas la puissance des machines à vapeur qui est développée, mais celle des moteurs à combustion, d'où son nom dieselpunk. Dans la pratique, ça change pas grand chose parce que l'auteur peut très bien donner n'importe quelle capacité aux machines à vapeur sans avoir besoin de passer au moteur. Mais dans la théorie, ça ouvre quand même pas mal d'horizons, notamment celle de la course à l'espace. Niveau esthétisme, on s'approche souvent du style pulp, le tout dans des environnements prédominés par le style art déco, surtout dans les milieux aisés.
L'architecture est également très inspirée de l'art déco, avec par moments une touche de Bauhaus. Le terme fut inventé en 2001 par Lewis Pollack pour définir son jeu de rôle papier Children of the Sun. Par contre, s'il peut se vanter d'avoir inventé un genre, son jeu de rôle ne vaut pas vraiment la peine, en tout cas c'est ce que j'en ai lu. En termes de livres, je peux vous parler de Léviathan, un roman sorti en 2009 écrit par Scott Westerfield, un auteur que j'aime plutôt bien. Pour ceux qui suivent la chaîne, c'est celui qui a écrit Uglies, un roman dont je vous ai parlé dans la petite vidéo qui s'affiche en fiche. En vrai, Léviathan c'est moyennement du dieselpunk, mais c'est difficile à trouver en littérature. En effet, ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale et c'est doublé de biopunk, donc on n'est pas sur du dieselpunk pur et dur. Pour le film, je pense que Captain Sky et le monde de demain est le plus représentatif du genre. Il est écrit et réalisé par Kerry Conran et sort en 2004. Et pour le jeu, on ne change pas une équipe qui gagne. Les références du genre sont bien évidemment Bioshock 1 et 2, le 3 se déroulant des décennies plus tôt et étant celui que je vous ai présenté pour le steampunk. Le biopunk. En tant que deuxième dérivé le moins extravagant de la liste, le biopunk est encore assez répandu. Cependant, on ne peut pas le considérer comme un genre à part entière, mais plutôt comme une étiquette qu'on va coller sous un autre genre, comme la science-fiction ou le steampunk. En fait, tout ce qui mélange biologie et technologie peut recevoir cette dénomination. Des vaisseaux spatiaux vivants des Yuuzhan Vongs de Star Wars, jusqu'aux dinosaures de Jurassic Park, en passant par la baleine volante gonflée à l'hydrogène du roman Léviathan dont je vous ai parlé tout à l'heure. En livre, je citerai Féerie de Paul McAuley, sorti en 1995. En film, comment ne pas vous citer mon chouchou, Bienvenue à Gattaca de 1997, écrit et réalisé par Andrew Niccol. Je vous présente ce film plus longuement dans ma vidéo sur les œuvres de science-fiction d'anticipation dystopique. Et pour finir, en jeu vidéo, il faudrait peut-être que j'arrête de parler de Bioshock. Je vais donc vous citer Impossible Creatures, sorti sur PC en 2002 par Relic Entertainment. Le Tesla Punk. Après le steampunk pour la révolution industrielle, le dieselpunk pour l'entre-deux-guerres, laissez-moi vous présenter le Tesla Punk qui prend place juste après le dieselpunk. Et mesdames et messieurs, laissez-moi vous introduire la frise. Comme ça, on s'y perdra un petit peu moins pour les genres historiques. Ce sous-genre chronique n'a pas vraiment de date précise, il remplace simplement les machines à vapeur et les moteurs par des machineries électriques. Son nom fait référence à l'inventeur Nikola Tesla, comme pour la marque de voiture. Nous sommes donc plongés dans un monde où les découvertes de Tesla sur le courant alternatif permettent de faire voler des dirigeables. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Car ce qui fait tout le charme de ce style, c'est que l'esthétisme est quant à lui resté bloqué à l'époque victorienne. On commence à s'enfoncer dans la liste et ça devient de plus en plus difficile de trouver des œuvres marquantes pour chaque style. Pour le Tesla Punk, je vais partir sur un film qui a su emprunter des éléments du genre, le très sympathique Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, un film de Guy Ritchie sorti en 2011. Oh, how I've missed you, Holmes. Le Clockpunk. Bien avant le steampunk, le clockpunk prend place en pleine renaissance. Et là, ce n'est plus simplement de l'uchronie, mais carrément de l'anachronisme. En gros, on ne se contente plus vraiment d'amplifier les technologies de l'époque, mais on ramène carrément des éléments du futur. La plupart du temps, cela sert à donner vie aux inventions de Léonard de Vinci, comme dans la série Da Vinci's Demons ou dans le jeu vidéo Assassin's Creed 2. Et c'est sacrément classe, soyons honnêtes. Le Raypunk. Faisons un saut dans le futur et sur une planète éloignée. Le Raypunk consiste tout simplement à ajouter des éléments de surréalisme spatial. Des planètes à la physique surprenante, des mondes parallèles, etc. La série originale de Star Trek, parue en 1966, en est probablement le meilleur exemple. Après, certaines sources décrivent le Raypunk comme un synonyme de l'atompunk. Eh bien, on a une transition toute trouvée. L'atompunk. Comme son nom l'indique, l'atompunk ou atomic punk prend place dans un contexte d'armes nucléaires et de conquête spatiale.
Allant majoritairement de 1945 à 1970, l'atompunk peut être collé sur n'importe quel genre à n'importe quelle époque. De nouveau, on ne fait qu'augmenter l'impact qu'a eu le nucléaire sur l'histoire. Dans de nombreux cas, l'atompunk est une satire saupoudrée d'une bonne couche d'humour, comme dans le dessin animé Les Jetsons qui commença à être diffusé en 1962. En plus sérieux, nous retrouvons les romans de Dimitri Glukovsky, dont la série des Metro qui débute en 2005 avec Metro 2033 qui fut adapté en jeu vidéo. Mais bien évidemment, la référence du genre, les jeux Fallout de Bethesda qui sont bien barrés. Let's go, pal. Le solarpunk. Pour revenir sur un truc un peu plus léger, le solarpunk, qui a la particularité que tout y aille bien. Mais vraiment, imaginez un monde cyberpunk où les humains ont su prendre conscience des problèmes environnementaux et se sont responsabilisés vis-à-vis des nouvelles technologies. Esthétiquement, le solarpunk peut se diviser en deux catégories. La première est très marquée par son héritage steampunk, avec une forte inspiration Art Nouveau. Et à côté, il y a la version futuriste, très inspirée par l'architecture utopique, notamment par l'un de mes artistes préférés, Luc Schuiten. Il s'agit d'un architecte belge âgé de 77 ans, très connu pour ses illustrations d'architecture et d'urbanisme futuriste, où la nature ne semble faire plus qu'un avec la ville. Par exemple, voilà sa vision de Metz végétale en 2150, ou encore de Lyon, et de Genève. Je ne peux m'empêcher de vous partager l'une de ces citations. Aujourd'hui, construire c'est d'abord détruire. Arbres abattus, terre cuite, pierre taillée, minerai fondu, explique l'architecte. La cité archiborescente, elle, est vivante. Elle se régénère à partir de ses propres déchets. Elle est conçue comme un massif corallien, où tous les systèmes se nourrissent les uns les autres. Elle est plus réaliste que les nouvelles villes comme Dubaï, qui est construite sur le pillage des ressources de la planète. Je pense que je ferai un jour une vidéo à part entière sur l'architecture utopique, tant il y a de choses à dire, mais en tout cas ces images me font un peu rêver et me donnent un élan d'optimisme vis-à-vis du futur de l'humanité. Donc, en gros, après la vapeur et les moteurs, ce sont les énergies renouvelables qui sont à l'honneur. Ce genre peut également prendre le nom d'éco-punk, à ne surtout pas confondre avec la déco-punk, ça c'était votre chambre pendant votre adolescence. Ce style fut créé en 2008 dans un article du blog Republic of the Bees du nom de From Steampunk to Solarpunk. En 2012, le premier recueil d'histoires solarpunk sort au Brésil sous le nom de Solarpunk, histoire écologique et fantastique dans un monde soutenable. Mais du coup, la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est que signifiait le suffixe punk dans tout ça? Car rappelez-vous, il y a quelques minutes, je vous ai dit ça, dont le suffixe punk désignait un problème sociétal sujet aux critiques, voire à la révolution. Je sens déjà certains d'entre vous flairer la couille et se dire que ça cache forcément quelque chose. Et non, même pas. En fait, la révolution a déjà eu lieu, le monde a déjà changé et on le regarde à la suite de tout ça. Pour une fois qu'on a un genre de fiction aussi pur, ça fait du bien. Par contre, si ce n'est effectivement qu'une utopie de façade, on nomme ça du cyberprep. Un monde où tout a l'air d'aller parfaitement bien, mais si on gratte un peu, voilà quoi. Le meilleur exemple est Uglies de Scott Westerfield, dont je vous ai parlé sur ma vidéo sur les anticipations dystopiques. En plus des œuvres de Luc Schuiten, comme autre référence du solarpunk, je peux vous présenter le livre News from Gardenia de Robert Llewellyn. Et d'une certaine façon, la région de Numbani, dans le jeu vidéo Overwatch, fait grandement penser à l'esthétisme du solarpunk. Bon, trop de positivité, on va revenir sur un truc un peu plus sombre, sans mauvais jeu de mots. Le lunarpunk. Quand je vous ai dit que c'était un merdier de se retrouver dans tous ces noms, vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai galéré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en fait, histoire d'avoir un lexique sur lequel m'appuyer. Car la particularité du lunarpunk, c'est que sa définition varie selon la source et probablement selon la langue en fait. Je vais donc vous présenter les deux définitions. La plus connue des deux consiste en un monde à l'opposé du solarpunk, où l'humanité part coloniser d'autres planètes sans se soucier de la faune, de la flore et des populations indigènes. L'exemple qui vient tout de suite en tête est bien évidemment Avatar, un film sorti en 2009 réalisé par James Cameron, qui fut le plus grand succès cinématographique durant une décennie.
L'autre définition dépeint un monde proche du solarpunk, mais dans un style gothique et sombre, le tout saupoudré de spiritualité occulte et d'imagerie païenne, mais en conservant l'avancée écologique. Bref, à vous de choisir votre définition. Le steelpunk. Et on revient à nos bons vieux genres inspirés par l'histoire avec le steelpunk. Il a la particularité que si vous le présentez à l'oral, personne ne va vous comprendre car tout le monde va croire que vous parlez du steampunk. Ici, le préfixe est steel, ce qui signifie acier. C'est tout simplement le genre qui suit le Tesla punk et qui est donc ancré dans les années 80. Pour le reconnaître, c'est très simple, le chrome. Vous en avez forcément déjà vu. Robocop, Iron Man, le transpersonnage, Terminator, etc. etc. Arnold Schwarzenegger is the Terminator. Le stonepunk. On revient de nombreuses années en arrière pour le stonepunk. Premier exemple de ma petite sélection de genres basés sur des périodes historiques d'il y a plus d'un millénaire. Je pense que certains d'entre vous le sentent venir. Si le steelpunk parle des robots chromés des 80s, le stonepunk parle des technologies de l'âge de pierre. Pas grand chose à dire de plus, ce genre donne juste aux découvertes de l'époque des caractéristiques particulières. Je ne vais pas vous cacher que c'est difficile d'en faire une fiction sérieuse. Ce sera majoritairement des histoires pour enfants, comme dans le dessin animé Les Pierres à Feu, qui sort à partir de 1960. Même si, d'une certaine manière, on pourrait considérer Far Cry Primal, un jeu d'Ubisoft sorti en 2015, comme un âge de pierre fantasmé et donc par extension comme une sorte de stonepunk, même si l'utilisation des technologies y est toujours très limitée. Enfin, on peut quand même faire des grenades incendiaires, donc dans un sens, voilà. Le bronzepunk ou sandalpunk. Je ne vais pas vous refaire tout un long discours, c'est la même chose que d'habitude, mais servi à la sauce gréco-romaine, notamment en exploitant les grandes découvertes des scientifiques de cette époque, comme par exemple la machine d'Anticythère. Faudrait vraiment que je pense à faire un épisode sur ce truc un jour. Cela laisse la place à de nombreuses créations imaginaires, comme la technologie Isu dans Assassin's Creed Odyssey avec l'Atlantide. Do you wish to become a god? Le mythpunk. Le mythpunk, comme son nom l'indique, tire ses origines des mythes et légendes, principalement sous forme de contes féeriques remplis de folklore. On peut également le nommer fantasy urbaine. L'une des grandes particularités de ces récits est de déconstruire, voire même renverser, les constructions sociales dominantes de notre société, que ce soit le sexisme, le racisme, l'homophobie, etc. En gros, ce sont les mentalités de l'univers d'un conte que l'on fait évoluer. Ici, nous pouvons citer Deathless, un livre paru en 2011 par Catherine M. Valente, la créatrice de l'appellation mythpunk. L'une des références du genre est sans équivoque l'excellentissime Alice Madness Returns, un jeu sorti en 2011 dirigé par American McGee. Le dreampunk. Alors là, on tape dans le féerique pur et dur, tous les mondes dérangés et déroutants qui semblent tout droit sortis d'un rêve. Par exemple, Arthur et les Minimoys, un livre de 2002 écrit par Céline Garcia qui a été adapté en film par Luc Besson en 2006, ou encore Les aventures d'Alice au pays des merveilles, un roman publié en 1865 par Lewis Carroll et adapté 2 fois par Disney, en un film d'animation en 1951 et en un live-action réalisé par Tim Burton en 2010 et 2016. Le steelpunk. Et on embarque pour un tour du monde avec comme première destination l'Asie. Ici, le préfixe est silk, ce qui signifie la soie. Dans beaucoup de descriptions, le silkpunk est tout simplement défini comme un steampunk à la sauce asiatique. Cependant, au cours de mes recherches, je suis tombé sur un article écrit par Ken Liu qui atteste du contraire. Et vu que c'est littéralement le créateur de ce genre, avec son livre La Grâce des Rois, paru en 2015, je pense qu'on peut lui faire confiance. Surtout qu'il est aussi à l'origine d'un livre sur l'histoire Legend de Luke Skywalker. Mais bon, ça n'a rien à voir.
Donc concrètement ce n'est pas vraiment du steampunk mais plus de la Gazlem fantasy, donc littéralement de la fantasy qui n'a de steampunk que l'esthétisme. Et encore, on est beaucoup plus sur une inspiration asiatique que victorienne, en mettant en avant le côté créatif des ingénieurs, le tout saupoudré de magie. C'est assez complexe donc je vais vous laisser 2 de ces articles sur le sujet dans les sources en description. Mais si vous aimez les cerfs-volants de combat, les feux d'artifice et les automates en terre cuite, ce genre est peut-être fait pour vous. L'afropunk. Et on continue notre voyage en direction de l'afropunk, un genre créé par Milton Davis Sufferer. Selon ce dernier, ce genre est là pour explorer les scénarios découlant de la diaspora africaine, c'est-à-dire de leur dispersion à travers le monde, due à l'immigration, mais surtout à la déportation. Le cattlepunk. On arrive au bout de notre voyage avec le cattlepunk, cattle signifiant bétail, aussi appelé western punk. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Quoi? Vous en voulez un? Voilà. Alors, c'est du steampunk tout pareil, mais on remplace Londres par le Far West et les gentlemen par des cow-boys. Les références du genre sont tout d'abord Wild Wild West, un super film élu pire film, pire couple à l'écran, pire réalisateur, pire scénario et pire chanson originale par les Razzie Awards 2000. Il a été réalisé par Barry Sonnenfeld et est sorti en 1999. Et voilà les 18 genres de fiction au suffixe punk les plus connus. J'en ai oublié plein, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien évidemment, ça pose la question du besoin de tout catégoriser. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une petite case pour chaque type de fiction? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça casse la magie de la découverte? Je ne sais pas, et je n'ai pas la prétention de répondre à cette question avec cette vidéo. Par contre, vous êtes désormais armé de ce lexique pour faire face aux recoins d'internet qui vous demandent quel est votre film dreadpunk préféré, ou si vous êtes plus steelpunk ou dieselpunk. Tout ça pour dire que les variantes du cyberpunk et du steampunk sont extrêmement vastes et très intéressantes. Ce serait dommage de s'en priver. Sur ce mes boucaniers, c'était Firerock de Galimadias. Rendez-vous dans le prochain port. Et salut boucanier, si tu as aimé cette vidéo, alors tu aimeras les autres où on parle d'histoire. Comme celle-là à gauche, où je te raconte le jour où les États-Unis ont envoyé une bombe nucléaire dans l'espace. À droite, c'est une vidéo que le robot YouTube a décidé de te montrer, et au milieu, tu sais sûrement ce qui se passe. Allez, à la prochaine boucanier.